Le paradoxe fondamental de ce début du XXIe siècle, c'est que nous vivons dans un monde qui est largement globalisé et que pourtant, ce monde se fragmente sous nos yeux. Et ce que je veux dire, c'est que nous avons affaire de plus en plus à des problèmes qui sont globaux, à l'échelle planétaire, et que nous assistons face à ça à des crises, des réactions qui sont le contraire de ce qu'on attendrait, qui sont contre-productives. Qu'il s'agisse de la montée en puissance de gouvernements autoritaires, de la poussée des mouvements populistes, de la prolifération des conflits ethniques, du terrorisme et plus spécifiquement d'une radicalisation de la jeunesse dans les minorités ethniques et religieuses, des vagues de réfugiés et des réactions extrêmement contrastées que l'on observe dans les populations occidentales face à ces populations de migrants, aux inégalités économiques dans le monde qui sont de plus en plus extrêmes, ou l'irresponsabilité écologique. Et je veux surtout attirer votre attention, pas tellement sur ces problèmes-là, qui ont été déjà pas mal discutés, mais sur le fait que nous n'avons pas su les voir venir, sur notre incapacité à prédire ces situations et à comprendre les comportements et les intentions qui les motivent. Alors, à mon avis, notre confusion et notre impuissance trouvent sa source principale dans notre confiance aveugle dans un concept que les sociétés humaines ne questionnent jamais. Le concept de l'adulte. L'idée de l'âge adulte ou du monde des adultes est devenue obsolète, en tout cas à mon avis, aujourd'hui problématique. L'âge adulte, cet âge où un individu atteint sa supposée maturité, masque en fait une disparité tout aussi réelle que celle qui sépare, par exemple, l'enfance de l'adolescence. Et ces différences développementales entre adultes sont typiquement décrites par les modèles dits de développement psychosocial. Alors, si une fois rentré dimanche, vous recherchez sur Google « développement psychosocial », vous allez trouver des modèles, mais qui sont essentiellement psychologiques et centrés sur l'individu. Le problème, c'est que les modèles existants empilent l'un sur l'autre des trois mouvements de l'existence humaine qui se fondent et qui se confondent dans l'existence humaine, mais qui reposent sur des dynamiques et obéissent à des rythmes extrêmement différents. En début de course, vous avez le développement préadulte, dont le rythme est largement dicté par la biologie, par le développement du corps, le développement du système nerveux, les bouleversements hormonaux, ce qui n'est pas le cas du développement adulte. En fin de course, vous avez un espace de développement distinct qui, selon les auteurs, décrit soit du vieillissement, soit ce qu'on pourrait appeler de plus en plus de sagesse, ou avec certains auteurs du développement spirituel, ou des combinaisons variées de ces trois. Mais c'est seulement au centre, au milieu de ces modèles, que vous trouverez des stades de développement psychosocial qui sont propres à l'adulte. Il se trouve que la convergence des données psychologiques, sociologiques, anthropologiques, historiques, incluant même, par exemple, l'histoire des sciences, permet de distinguer que le développement adulte correspond à une trajectoire... à une trajectoire... vous aimerez la diapositive suivante, je promets. Correspond à une trajectoire et une dynamique distincte, qui est bien plus large et bien plus fascinante que celle décrite par les modèles conventionnels. Elle permet de démontrer que l'idéal de maturité, l'archétype de l'adulte exemplaire, et son corollaire dans l'univers collectif, la société idéale, existent sous plusieurs formes radicalement différentes. Et c'est la réalisation que ces idéaux s'organisent en fonction de leur complexité, selon une trajectoire de développement discrète et cohérente, qui constitue le fondement de notre modèle de psychologie sociale. Alors attention, complexité ne doit pas être confondue ni avec niveau d'intelligence, ni niveau d'éducation, ni différence de tradition culturelle. En fait, ces idéaux
individuels et sociétaux, repose sur des fondamentaux épistémologiques qui vont déterminer toutes les priorités existentielles des individus, mais aussi celles des sociétés, groupes ou nations que ces individus composent. Cette orientation existentielle détermine toute la représentation du monde et de l'existence humaine de ces individus ou de ce groupe. Elle va structurer tout le système de croyances, la pensée religieuse, la pensée scientifique, les valeurs morales, les choix esthétiques et artistiques, les standards relationnels, la pensée et les préférences politiques, les institutions et bien évidemment les fondamentaux économiques. Elle va déterminer ce qui est accepté comme incontestablement vrai, c'est-à-dire fiable, incontestablement beau, c'est-à-dire agréable, et incontestablement bon, c'est-à-dire moral. Alors ces orientations que l'on voit émerger successivement dans l'histoire coexistent aujourd'hui dans les sociétés humaines. Le modèle TECTA, mon modèle TECTA, divise le développement psychosocial de l'espèce humaine de la préhistoire à aujourd'hui en 9 orientations ou niveaux d'existence. 5 de ces orientations sont présentes dans le monde contemporain. Et j'aimerais vous donner une présentation succincte de ces 5 orientations et un petit peu de manière tout aussi succincte des exemples de leur rôle et importance dans les crises que nous traversons. Alors, la moins complexe de ces orientations, et vous avez eu un petit aperçu, c'est l'impulsif. Cette orientation apparaît il y a environ 12 000 ans avec les débuts de l'agriculture et les premiers centres urbains. La structure psychique des impulsifs est strictement égocentrique. Elle s'articule autour de la primauté des impulsions individuelles, envie, émotion, réaction dans l'instant, qui sont exclusivement régulées par des dynamiques de dominance où quelques individus vont affirmer leur domination sur le reste du groupe. Leur moralité est définie par la loi de la jungle, dans un équilibre quasi guerrier, qui cependant n'exclut pas l'existence d'amitié sincère et d'allégeance authentique. L'impulsif recherche la gratification immédiate et vit dans le présent. Il ou elle est facilement manipulateur et méfiant. Il ou elle joue volontiers dans les registres de l'intimidation et de la récompense. Le statut social se mesure en termes d'honneur ou de honte, en termes de domination ou de soumission, et typique de cette orientation est l'adoration du héros que j'appelle musculaire ou guerrier, de Hercule à Rambo. Aujourd'hui, cette orientation se retrouve typiquement dans les gangs, les clans, les organisations guerrières, les mafias, que ce soit dans les banlieues des villes occidentales, au Moyen-Orient, en Afrique et à travers le monde. Lui succède l'orientation traditionnaliste, qui émerge durant l'Antiquité et domine l'ère médiévale. L'orientation traditionnaliste régule les excès et dépasse les limitations de l'orientation précédente en intégrant dans le psychisme une conscience sociale, le surmoi, super-ego de Freud. Elle dépasse donc l'égocentrisme de l'impulsif. À l'opposé de l'impulsif, le traditionnaliste recherche ordre et cohérence et investit dans le futur à long terme. Son organisation psychologique et sociale repose sur une vision unique et exclusive du monde et de l'existence humaine. Cette vérité, avec un grand V, généralement de nature religieuse, est révélée par la tradition et partagée sans questionnement par les membres du groupe. La conformité au consensus, l'ordre moral ou l'ordre des choses est fondamentale. Le traditionnaliste obéit aux règles établies. Et l'échec ou l'incapacité à remplir son rôle dans les sociétés s'exprime par une forte culpabilité.
Aujourd'hui, l'orientation traditionnaliste se retrouve dans toutes les formes de traditionnalisme exclusif. Fondamentalistes de toute confession, milieux ultra-religieux, certaines sectes, les créationnistes aux États-Unis par exemple, les courants hyper-conservateurs, mais aussi les groupes constitués autour du culte d'une identité ethnique, comme par exemple les white supremacists aux États-Unis, ou le culte d'une identité nationale. L'orientation suivante est l'orientation rationaliste, qui apparaît vers le XVIe siècle avec la modernité. L'orientation rationaliste brise la rigidité typique de l'orientation traditionnaliste. Les rationalistes croient toujours en une vérité unique, mais celle-ci n'est plus révélée par la tradition, elle est désormais à découvrir. Cette orientation repose sur une compétition permanente entre approches multiples dont ne peut sortir qu'un seul vainqueur. C'est le triomphe de la méritocratie. Au passage, l'idéal démocratique, l'économie capitaliste et la science moderne, tous trois reposent sur cette fondation épistémologique. Les rationalistes sont très attachés à leur point de vue, ils peuvent changer d'avis, mais généralement après une lutte féroce. Progrès, expertise, efficacité, récompense au mérite, optimisation et objectivité représentent plusieurs de leurs valeurs clés. L'orientation rationaliste est fondamentalement utilitariste, qu'il s'agisse d'objets, de machines, de l'environnement, d'êtres humains, tout doit être utile et optimisé. Cependant, et c'est très important, cette orientation ne reconnaît que des causalités linéaires simples. Tous les phénomènes et les systèmes plus complexes lui échappent. Ces systèmes plus complexes seront soit ignorés, soit réduits à des causalités plus simples, c'est-à-dire caricaturées. Aujourd'hui, l'orientation rationaliste représente une grande partie des classes moyennes dans les pays industrialisés et les pays émergents, et vous avez un exemple typique de rationaliste aussi à la Maison-Blanche, si ça vous aide. Lui succède l'orientation pluraliste, qui prend forme au début du XIXe siècle en Europe et en Amérique du Nord avec le début du mouvement romantique. Cette orientation, l'orientation pluraliste, réagit contre l'optimisation brutale des rationalistes. Pour les pluralistes, plus en pâte que les stades précédents, l'humain ne peut plus être ignoré au nom de l'efficacité. L'intégrité de la subjectivité individuelle est leur valeur suprême. Au nom du respect de la sensibilité et de la dignité personnelle, les pluralistes s'opposent à l'utilitarisme des rationalistes et à la rigidité morale des traditionalistes qu'ils voient comme deux formes d'oppression. Comme les impulsifs, les pluralistes comprennent le monde en termes de dominance, à part que eux se rangent systématiquement du côté des victimes. On leur doit tous les grands mouvements de libération des années 50, 60 et 70. La décolonisation, la libération des femmes, le mouvement des civil rights aux États-Unis, la libération gay, la libération sexuelle, you name it. Les pluralistes célèbrent l'individualisme, le droit à la différence, le consensus. Ce sont eux qui inventent le relativisme, qui a été mentionné hier ou ce matin. Ils redoutent toute forme de hiérarchie, toute forme d'autorité, toute forme de pression et toute forme d'oppression. Et aujourd'hui, l'orientation pluraliste se retrouve préférentiellement dans les milieux, dans les pays les plus développés, en zone urbaine, dans les milieux les plus éduqués, et généralement parmi ce qu'on appelle les progressistes. Enfin, les globalistes. Je suis désolé, j'avais plus d'images de films pour les globalistes. Les globalistes disposent de la plus complexe et de la plus jeune des 5 orientations que je vais décrire aujourd'hui. Ils représentent une minorité émergente, très active, généralement présente dans les milieux urbains hautement éduqués et disséminés à travers la planète, de Séoul à la Silicon Valley, en passant par les pays scandinaves.
Les globalistes sont les mieux équipés pour comprendre un monde morcelé, fragmenté et en proie à des crises multiples. Intellectuellement fluide et complexe, les globalistes savent adapter leur raisonnement au contexte. Les globalistes ne veulent pas d'une compétition sans merci comme les rationalistes, ils ne veulent pas d'un nivellement égalitaire comme les pluralistes. Les globalistes recherchent une confrontation dynamique, une convergence créative entre perspectives. Pour les globalistes, la compréhension et la gestion du monde n'est plus une affaire de dogme ou d'idéologie. Le globaliste a une approche pragmatique et adaptative, alors qu'en même temps, il obéit toujours à des grands principes philosophiques et moraux qui vont guider son action. Les globalistes ne comprennent pas le monde en termes de polarité simple, comme les orientations qui précèdent, comme la loi de la jungle, l'ordre ou le chaos, la méritocratie, l'oppresseur et l'oppressé, mais en termes d'interaction complexe, d'écosystèmes, d'interdépendance, de convergence, d'intégration à niveau multiple, de transdisciplinarité. Les globalistes naviguent avec aisance dans un monde fait de paradoxes et de contradictions. Néanmoins, et là aussi c'est très important, les globalistes souffrent de la jeunesse de leur paradigme, encore incomplet et manquant de cohérence, et surtout sans enracinement moral, spirituel et symbolique attractif. À ma connaissance, il n'existe dans le monde aucune structure qui opère au niveau globaliste. Je pense que peut-être la conférence sur le climat était la seule exception possible. Donc, à bien des égards, la culture globaliste est balbutiante et s'ignore elle-même. Alors, mon modèle s'appelle TECTA. Et TECTA, c'est un acronyme que je n'aurai pas le temps de vous expliquer, mais ça tombe bien, TECTA, en latin, est le pluriel de tectum, qui veut dire toit ou plafond. Et je voudrais que vous imaginiez mon modèle comme une bâtisse où chaque niveau offre une vue particulière sur le monde et l'existence humaine, où chaque niveau constitue le nouveau plafond sur lequel qui s'appuie et repose sur les acquis des niveaux précédents, où chaque niveau d'existence transcende, dépasse, élargit les niveaux précédents tout en les intégrant. Alors maintenant, j'aimerais vous donner un sens de ce modèle en action, vivant, en décrivant un petit peu ce qui s'est passé en France et de manière plus générale en Europe. Et j'espère que ça va vous donner un petit peu un sens de ces archétypes quand ils sont en mouvement. Alors longtemps, le paysage politique français et plus généralement européen a été divisé entre deux grands pôles. Les conservateurs, composés d'une alliance de traditionalistes et de rationalistes, et les progressistes, qui réunissent des pluralistes, des rationalistes modérés, et aussi des traditionalistes et des rationalistes des classes dites populaires. Ces alliances tacites expliquent pourquoi la droite libérale, qui est dogmatique d'un point de vue économique, mais généralement neutre ou modérée concernant les progrès sociétaux, s'est souvent approprié le discours moraliste et nationaliste des traditionalistes, anti-avortement, homophobes, protectionnistes, anti-européens, etc. Elle explique aussi pourquoi les classes populaires, ou inclut par exemple les populations émigrées, qui sont souvent typiquement composées de traditionalistes et de rationalistes, ont joint leur vote aux pluralistes, qui sont plus éduqués, plus complexes, plus fortunés dans les classes moyennes et dans même les élites, mais pluralistes, donc ravis de prendre la défense des victimes d'un système oppressif. Le jeu des alternances politiques, de l'alternance démocratique, et pour plusieurs raisons spécifiques liées à son histoire, la prospérité économique, un haut niveau d'éducation et une histoire longue et complexe, ont fait que le centre de gravité développemental de l'Europe
l'Ouest en tout cas, depuis la fin du XXe siècle, est pluraliste. Ce qui a pris la forme d'un capitalisme adouci par de nombreuses protections sociales fortement régulées, des États volontiers interventionnistes et protecteurs et interventionnistes dans tous les secteurs de la société, et un niveau élevé des protections des libertés et des dignités individuelles par rapport au reste du monde. Le stress lié à la stagnation économique et à la mondialisation a récemment radicalisé l'opinion et déplacé l'équilibre en faveur des traditionalistes. Cela s'est traduit par une montée des mouvements populistes et des fractures de plus en plus visibles au sein de la droite et de la gauche. De nombreux traditionalistes de droite et de gauche ont abandonné leurs alliés respectifs, rationalistes et pluralistes, pour rejoindre des partis dits d'extrême droite, mais qui fondamentalement ne sont pas à droite, mais représentent une nouvelle direction dans l'échiquier politique. Pour l'orientation existentielle qui sous-tend ces partis, les traditions morales et sociétales, comme le fondamentalisme chrétien par exemple, et de plus en plus l'intégrité de l'identité nationale et le rejet de la mondialisation, c'est-à-dire le maintien de l'ordre passé, priment sur toute autre considération économique, sociale ou géopolitique. Plus récemment, ce pôle traditionnaliste est devenu suffisamment puissant pour concurrencer le pôle pluraliste, le courant pluraliste, grâce à un ralliement de plus en plus nombreux de rationalistes. Pourquoi ? Parce que les rationalistes ont du mal à saisir la complexité de la transition que nous traversons. Et ils préfèrent se rallier au schéma plus simple qui est offert par les traditionalistes. C'est exactement cette dynamique qui a hissé au pouvoir Donald Trump aux États-Unis. Le Brexit est probablement une autre de leurs succès électoraux. Et la caractéristique la plus frappante de ce nouveau pôle rationaliste, traditionnaliste, rationaliste, en tout cas en Europe, c'est son rejet virulent de la vision inclusive et transformatrice des pluralistes, donc de l'ensemble de la gouvernance européenne et de la plupart des gouvernements de l'Union européenne. Alors la France vient d'élire le premier chef d'État sur la base d'un programme globaliste. Les globalistes, jusque-là dispersés au centre de l'échiquier politique, ont réussi pour la première fois à réunir autour d'eux une majorité d'incrédules prêts à tenter quelque chose de nouveau. Le programme d'Emmanuel Macron multiplie ce qui apparaît comme des contradictions irréconciliables pour les autres orientations. Ni de droite ni de gauche, ouvertement libéral tout en consolidant le socle des protections sociales, chantre d'un patriotisme national et en même temps de la construction européenne, étiqueté inclassable donc, à moins d'être globaliste. Et j'observe pratiquement tous les jours la difficulté des commentateurs politiques à comprendre cette réorientation de l'échiquier politique dans les démocraties occidentales. Pragmatique et antidogmatique, le globaliste Macron active les leviers du pouvoir là où il se trouve, là où il se révèle efficace. État-nation, Europe, multilatéralisme. Sans les limitations identitaires des traditionalistes, au-delà des schémas trop simples des rationalistes, et en dehors des hiérarchies oppresseurs-oppressés, des pluralistes. Alors, la méthodologie TECTA, c'est quoi ? Le modèle TECTA permet d'analyser et de cartographier l'orientation développementale d'individus et d'une population, qu'il s'agisse des citoyens d'un pays, d'un mouvement politique, d'un groupe religieux, d'un marché, d'un groupe de clients, des employés d'une entreprise ou d'une association de chefs d'entreprise. Ce pédigré développemental permet de comprendre les fondamentaux à la base de tous les choix existentiels, sociaux, moraux, relationnels, politiques, économiques, religieux. Comme la table périodique permet de prédire les propriétés d'un atome,
La connaissance du pédigré développemental permet de comprendre la logique psychologique de votre sujet, de prédire les opinions et les comportements du sujet, d'établir un dialogue entre intervenant et sujet qui soit compréhensible pour le sujet, un dialogue que j'appelle épistémologiquement correct. Il permet surtout de révéler un élément précieux, qui est la préoccupation existentielle fondamentale de cette orientation, indépendamment de la solution typique de cette orientation, comme par exemple la peur d'une dilution ou d'une élimination de l'identité du groupe qui légitime un blocage ou une peur de l'émigration pour l'orientation traditionnaliste. Il devient donc possible de rechercher, de designer des solutions qui soient qui répondent à ces préoccupations fondamentales, mais qui soient compatibles avec des niveaux de complexité plus élevés, de préférence globaliste, voire au-delà. Donc ce que je vous propose, c'est une expertise et à la fois un champ de recherche. Alors quelques points importants. Je ne propose pas un modèle simple, même si la vision relativement simplifiée que je vous ai donnée peut se révéler utile, je l'espère, parce qu'elle révèle une logique et une cohérence qui auparavant n'étaient pas visibles. Enfin, la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que, quel que soit votre modèle, aussi bon soit-il, la réalité humaine est toujours plus complexe. N'oublions pas surtout que ce modèle décrit une logique développementale et que si les conditions sont réunies, tout adulte va traverser 1, 2 ou 3 stades de développement. Dernier point important, n'oublions pas que nous parlons d'êtres humains qui méritent tous d'être traités avec dignité. La hiérarchie dont je parle s'articule autour du degré de complexité et elle n'a pas de lien direct avec d'autres qualités humaines essentielles comme la compassion ou la capacité à aimer et aider l'autre. En même temps, les globalistes sont les plus compétents aujourd'hui pour comprendre et gérer le monde. Et je veux que les globalistes se reconnaissent dans leur domaine et surtout entre différents domaines. Je veux que les créateurs technologiques et scientifiques, les créateurs artistiques et les créateurs économiques que vous êtes se reconnaissent le socle commun et la convergence de la vision qui les unit. Et je crois que l'intégration du développement psychosocial dans l'analyse politique sera essentielle pour accompagner la transition profonde et durable que nos sociétés traversent. Alors, à mon avis, la grande difficulté du leadership politique au XXIe siècle réside dans le fait que tous nos grands problèmes sont globaux, mais que les solutions à ces problèmes doivent être acceptées par une mosaïque développementale où chaque orientation a une lecture radicalement différente du problème, au niveau de sa visibilité même, au niveau de sa solvabilité, de sa nature et évidemment de ses solutions. Alors, comme le disait, parce que Einstein disait, un problème bien posé est un problème pratiquement résolu, je crois que le XXIe siècle appartiendra à 2 types d'experts. Les programmeurs et les hackers qui vont gérer et sillonner une masse d'informations devenue infiniment complexe. Et enfin, les experts de psychologie sociale qui permettront d'explorer l'autre domaine d'une complexité extraordinaire, la réalité humaine. Je vous remercie.